vos échanges avec la salle. Si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas. Première question, ouais, alors on a reçu une première question. Alors, peut-être oui, sur une première chose qui émane, c'est vrai que vous êtes resté sur la dimension, on va dire, de définition, d'explication de ce qu'est la résilience, et une des questions là qu'on a reçues, c'est concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner chacun un exemple ou deux de concrètement, peut-être à la fois comment ça peut se préparer, et comment ça se prépare, cette résilience, peut-être aussi des exemples de difficultés rencontrées, parce que vous l'avez évoqué, plus ou moins, qu'il y avait potentiellement des freins, une perception qui était parfois négative de cette notion de résilience. Déjà, rien que le terme résilience, encore un nouveau machin qui sort de je ne sais où. Donc peut-être déjà, voilà, comment ça se prépare, comment on amène les gens concrètement à y travailler, et comment, Philippe l'évoquait à l'instant, comment en temps de crise ça se mobilise. Quand on dit techniquement un PCA, un plan de continuité de l'activité, ça je pense que pour beaucoup de techniciens dans la salle, ça parle bien, plus que le concept qui est rattaché derrière de résilience. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette question du concret, de comment emmener et quels outils on peut mobiliser? Je trouve très intéressant que vous parliez de PCA à ce stade de la discussion, parce que on a été un certain nombre à se rendre compte qu'on avait des PCA tout beaux. On avait tout prévu. On s'était dit, s'il y a une crise, une pandémie, une inondation, une explosion, que sais-je, on sait réagir. Donc, le 16 mars 2020, tout le monde a déclenché son PCA. Et une semaine après, tout le monde s'est dit, le PCA, ça va pas du tout, il n'est pas adapté du tout à ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'en fait, on avait prévu une crise de temps court. On avait prévu qu'on allait mobiliser uniquement ce qui était vital, immédiat. On n'avait pas forcément prévu que ça allait durer, puis on n'avait pas forcément prévu que ça prendrait cette forme-là non plus. Un certain nombre de collectivités avaient quelques masques sous le coude. Bon, elles les ont sortis. Après, il y a eu des débats entre faut-il ou pas les réquisitionner, mais je ne me lancerai pas là-dessus. Ce dont on est persuadé à l'ATF, c'est que la meilleure façon de préparer, c'est d'avoir du lien, c'est d'avoir des synergies sur les territoires, c'est de se connaître, c'est d'avoir l'habitude de travailler ensemble. Parce que quand même, ce qui ressort du Retex, au-delà d'un certain nombre d'éléments très concrets de mise en œuvre, c'est que les territoires qui ont le mieux fonctionné, c'est ceux qui tout de suite ont su qui appeler, qui mobiliser, ont su comment on pouvait aller chercher la bonne ressource, et qui ont pu apporter des réponses, y compris hors du champ public d'ailleurs, qui ont pu aller chercher la bonne entreprise, qui ont pu aller chercher la bonne association, et qui ont pu proposer immédiatement une réponse à la crise. Alors je dirais, on a quand même le sentiment que ça c'est un point fondamental. Les limites, elles sont à la fois institutionnelles et structurelles, on l'a dit, sur la définition du qui fait quoi sur les territoires. C'est important d'être dans la subsidiarité, il faut pas que tout le monde fasse tout, sinon on s'en sort pas. Mais il faut pouvoir quand même se parler, se dire que de temps en temps on déborde un tout petit peu, on est capable de déborder un tout petit peu de notre champ de compétences très réglementaires pour le bien-être du vivre sur le territoire. Je vais pas plus loin. Peut-être, je suis en train de faire des trucs bizarres, peut-être une première réaction déjà sur la question. Je dirais que là on vous parle, en tout cas je vous ai parlé d'un chemin, d'un process, et à un moment donné il va falloir considérer que le process c'est du concret. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente des process, qu'on présente des chemins, on nous dit « ouais mais et concrètement ?» Je dis, et concrètement, vous avez plus de bouteilles plastiques, et concrètement, on va plus faire de routes dans les zones inondables, et concrètement. Ça a résolu le problème si je vous dis, et concrètement. Et concrètement, plein de choses, vous en avez plein, vous avez plein de fiches de retour d'expérience, vous allez voir sur le CRMA, il y en a plein du et concrètement, c'est pas ça le problème. Le et concrètement, c'est qu'on n'arrive pas à s'y mettre tous ensemble, et que c'est ça qu'on doit apprendre à faire, en fait. Donc, cette petite limite sur le et concrètement, et aussi la deuxième petite limite sur et c'est quoi les obstacles. Pareil, si on passait un peu de l'énergie sur c'est quoi qui nous permet d'y aller. Donc voilà, il y a aussi dans les changements de posture
une réserve à avoir. Pour moi, les obstacles, c'est ces premières questions-là. Ah, mais concrètement. Ok. Et concrètement, il y a les cours Oasis dans la stratégie de résilience de Paris. Je vous dis, et concrètement, il y a le fait de conditionner les aides à des vrais critères de résilience. Ça veut dire de ne plus financer des choses. Et concrètement, ça veut dire de ne plus faire de route. Et concrètement, ça veut dire aussi décider de mesures de sauvegarde pour des populations en les associant. Nous, on a travaillé sur des chroniques d'étonnement en confinement où on a appelé tout un tas d'acteurs de la Gironde, des citoyens, etc., pour dire comment ça va. Et toutes les semaines, leur poser les 7 mêmes questions pour dire comment ça va. Et si on avait été un territoire résilient, il serait passé quoi ? Il serait passé qu'on aurait été prêt, ce qui est quand même assez important. Et il serait passé aussi qu'on n'aurait pas eu ces 2 courbes du confinement. Parce qu'on a eu la courbe du confinement des bien portants, il y a ceux qui sont un peu enthousiasmés sur le monde d'après, sur tout ce qui naissait, sur tout ce qui se faisait bien, sur tout ce qui se transformait. Et on a eu la courbe du confinement de ceux qui ont perdu, de ceux qui n'ont pas écouté, de ceux pour qui on a décidé de choses dures au nom de leur bien-être, mais sans les associer. Donc voilà, c'est aussi et concrètement, c'est regarder la totalité du spectre, en fait, là-dedans. Donc voilà, et concrètement, là, c'est changer les matrices financières. Il y a de la compta écologique, il y a CARE, il y a des expérimentations qui se passent actuellement. Ça, c'est très, très concret. C'est arrêter de financer des choses où on ne sait pas d'où ça vient, ou pire, on sait d'où ça vient. C'est de pas mettre uniquement des variantes sur ces marchés publics, mais c'est dire aujourd'hui, je ne prends pas des choses que je sais être nocives. C'est arrêter tout ce qu'on sait être mal, et dès qu'on se met 10 autour d'une table, quel qu'il soit, on le sait. Les choses qu'il faut qu'on arrête de faire, et ça, on peut le faire. Voilà, c'est très concret. Le concrètement, c'est d'y aller maintenant et d'ouvrir les yeux, en fait. Voilà. Pour l'art de compléter, mais juste tout modestement, d'avoir su également concrètement dupliquer, démultiplier ce qu'on appelle les plans hors sec finalement, en disant qu'on était habitué à gérer ça, mobiliser ces plans hors sec que pour la dimension catastrophe cyclonique dans certains territoires ou de tempêtes, et d'avoir su tout de suite les dupliquer sur des compartiments ou des territoires de pensée qui n'avaient pas été jusqu'à maintenant. Donc lorsqu'il a fallu sur le plan économique tout remettre, tout le monde autour de la table, le préfet, les présidents de collectivités se sont tous rassemblés là où parfois ils se regardent en chien de faïence, et ça s'est fait tout d'un coup. Donc cette culture de la bonne réactivité, du travail ensemble. Alors est-ce que ça dépend de la proximité, de la capacité? Hier on discutait avec David Carassus sur la priorisation des choix d'un certain nombre d'entre eux. Est-ce que quand il faut tout rabattre sur les budgets, tout d'un coup, faut encore que le territoire, non pas ait des marges de manœuvre, mais la volonté de changer de priorité. Et ça s'est fait dans un certain nombre de territoires. Et ceux qui étaient plus éloignés de cette capacité à organiser leur secours, si vous n'avez jamais été, si vous êtes un territoire naïf dans lequel vous n'avez jamais été confronté ou exposé à un certain nombre de risques, forcément, la première coup de rafale, vous êtes sidéré et vous observez le train passer et le cyclone passer. Tandis que dans d'autres territoires, c'est éprouvé. Je fais souvent un écho par rapport à l'arbre dans les ronds-points qui subit un arrosage automatique, et celui qui n'a pas d'arrosage, il va rechercher ses racines en profondeur, tandis que l'autre est en superficiel, et donc il est plus exposé. Et après, faire confiance aux technologies. Je crois que j'avais dans une précédente vie occupé une position en tant que conseiller défense auprès du préfet. Et on avait réfléchi sur les plans de continuité, justement d'activité. Et on était encore à se dire, bon, si demain l'école s'arrête, c'est bon, France 3 prend le relais, avec des vidéos et sur des cours, etc. Et puis d'un coup, du mardi pour le lundi, il a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour que les cours se poursuivent? C'est vrai qu'il y a Zoom, ou c'est vrai qu'il y avait quelques outils qui traînaient de plateforme. Donc faire confiance à la technologie, parce que là, on est en train de penser un peu le futur avec les contraintes du présent, sachant que ça va tellement à vitesse grand V, qu'il y a aussi des éléments qui se présenteront au moment clé où ça apparaît. Donc, le concret dans 6 mois, ça va être aussi avec la technologie dans 6 mois, et dans les solutions qui nous apparaîtront dans 6 mois. Donc, ça signifie, là, je n'invente rien en disant ça, c'est l'enfoncement de porte ouverte. Mais c'est quelle est la capacité à avoir un capital humain dans nos
instances qui, elles, sont capables d'aller dénicher, d'aller sourcer, d'aller mobiliser, combiner ces ressources pour qu'elles disent non, mais moi, voilà, donc j'ai celui qui est dans le forward looking, dans la prospective avancée pour se dire que justement, je suis celui qui explore et qui est capable de vous apporter les outils à l'instant clé. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai vu, voilà, une main se lever, 2 mains se lever, 3, 4 mains se lever. Parfait. Je voulais, pardon. Oui, c'est bon. Je voulais juste réagir sur les propos et vous remercier de la qualité de vos interventions. J'adore ce que vous faites. Voilà, j'étais très content de boire vos paroles. Je voulais revenir sur un problème de posture ou du chemin. On se rend compte dans vos propos, en fait, que on est peut-être nous-mêmes en transition entre un paradigme dans lequel on se situe aujourd'hui, très centré finalement sur les institutions, les structures. Parce que nos politiques publiques sont organisées au travers des communes, des intercos, des départements, des régions, des SDIS, etc. Et avec la crise sanitaire qu'on a connue, ça a été finalement un vecteur pour montrer que les politiques publiques n'avaient pas de frontières. C'est que la crise sanitaire ne s'arrête pas à la rue qui sépare la commune d'une autre commune. Et la question qui me vient, c'est justement dans le comment et dans le chemin. On a, si je reprends l'image des chemins, on a des collectivités aujourd'hui qui marchent les unes à côté des autres sur des chemins des fois séparés avec des orientations, des routes qui sont divergentes. Et on s'aperçoit là que peut-être faudrait-il réfléchir à des chemins communs sur des politiques qui nous concernent tous. Et je pense que la question de l'environnement, de l'écologie, du sanitaire ou du numérique peut être un questionnement qui dépasse finalement nos structures et institutions. Et la question que je me posais en vous écoutant sur le process et le chemin, c'est comment peut-on arriver à faire fonctionner ensemble des structures, des institutions, des acteurs qui ont des habitudes et des routines centrées sur des organisations avec des périmètres, des compétences pas partagées, alors qu'ils devraient partager, fonctionner en commun sur finalement des questions qui nous intéressent tous. Donc j'aimerais, je sais pas si vous avez une réponse à ça, mais j'aimerais que on puisse échanger là-dessus parce que il y a de l'innovation à créer. Est-ce que ça doit passer par la ATF qui est finalement un réseau de membres, d'administrateurs au niveau national? Est-ce que c'est des formes type lab comme au CD Gironde, mais ça peut exister aussi ailleurs, où on a des interactions? Parce que la question de l'acteur va se poser. Qui va engager la démarche? Qui va être à l'initiative? Parce que s'il y en a un, ça posera la question justement du pouvoir de la compétition entre les collectivités ou la concurrence. Et on ne veut pas non plus se retrouver dans un système où c'est le département qui prend la main, parce que ça veut dire que politiquement, les élus ou d'autres pourront penser finalement qu'on retombe sur des comportements qui sont organisationnels, structurels. Comment on arrive à innover d'un point de vue organisationnel pour arriver à avoir un chemin commun sur des politiques publiques qui sont transverses, alors que nos comportements sont hyper claniques, hyper sectorisés? Alors, j'aurais évidemment, moi, pas de réponse absolue à cette question-là. Je pense qu'on pourrait y passer 3 jours de séminaire, on n'aurait pas fini, hein. Mais pareil, moi, je vous dire ce qu'on essaye de faire en Gironde, en fait. Ce qu'on essaye de faire en Gironde, c'est on avait, au regard de la démarche dont je vous ai parlé, on avait tout un tas de réseaux techniques, de réseaux d'acteurs, de réseaux thématiques. Donc, on avait le réseau des chargés de mission Agenda 21, on avait le club des élus en charge du développement durable et de la participation citoyenne, on avait le réseau de l'éducation au développement durable, le réseau de la santé environnementale, le réseau de l'urbanisme durable, le réseau de la santé, des solidarités écologiques, etc. Il y a un moment donné, dans ces réseaux-là, on a appris à faire plein de choses qu'on ne savait pas faire, hein. On a fait des référentiels pour l'action, des expérimentations, des retours d'expérience, des fiches pratiques, voilà, c'était utile. Sauf qu'au bout de 10 ans, la question, c'était plus ça. C'est qu'en fait, tout ce qu'on avait besoin d'apprendre à faire, qu'on savait pas faire, on a su qu'on arrivait à apprendre à le faire. Donc, on est passé à quelque chose d'autre, qui est un truc qui n'existe pas, qui est une cousinade territoriale.
On a mis en place une cousinade territoriale, la Gironde s'invente, c'est-à-dire où tous les acteurs institutionnels de ces réseaux, hein, donc on a la région, on a l'État, on a les communes, on a des associations, on a aussi Extinction Rebellion, on a aussi l'AFNOR, on a aussi des entreprises RSE, etc. Et là-dedans, on se fait pas des planifications, on se fait pas des schémas, on s'inspire, on se nourrit, on fabrique les futurs que nous souhaitons. On essaye de naviguer dans ces futurs, on questionne les questions d'imaginaire, on a travaillé sur les imaginaires démocratiques du futur aussi, parce que voilà comment ça se situe, ce qu'on dessine dans la démocratie, parce que ce qu'on a vu sur la crise, c'est qu'on pouvait lâcher sur la démocratie aussi assez facilement. Donc nous, si on veut porter ce genre de projets territoriaux, ben on veut garder aussi un imaginaire démocratique. La dernière cousinade, elle était sur l'inspiration des principes du vivant. C'est-à-dire que finalement, le vivant existe depuis très très longtemps. Il fonctionne sur des principes chimiques qui sont simplissimes et il est super résilient. Sauf qu'il y a une fonction biologique, hein, des principes du vivant. Et finalement, comment on peut s'inspirer de ces principes du vivant avec nos diversités? Donc être clos mais ouvert, la symbiose, voilà, il y a un serious game qui s'appelle les principes du vivant, hein, c'est tout sur des petites cartes avec des exemples. Maintenant nous on s'en sert pour entrer en relation. Et comment finalement on s'inspire ensemble. Donc à la fois en se projetant ensemble, en se bousculant un peu ensemble, en faisant aussi des travaux appel à des travaux de recherche sur l'innovation de rupture, etc. Et donc on ressort pas de là en ayant un plan du qui fait quoi, qui supposerait d'avoir un chef qui a décidé qu'on allait faire un plan. Mais on ressort avec des inspirations communes, des outillages, des exemples, des illustrations, et ensuite chacun est maître chez soi. Mais par contre, on identifie, il y a cette espèce de, c'est un peu comme un mobile en fait, hein, c'est du Calder. On doit se repositionner. Mais quand on est sur un territoire, on va veiller à ce que dans le repositionnement, dans le changement de posture, tout le monde trouve sa place, garde la face, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui perde, hein, et qu'on identifie la place de l'autre, c'est-à-dire qu'on est sur un système où tout le monde est irremplaçable, mais en évolution et en perpétuel mouvement. Donc finalement, nous, c'est cette exploration qu'on fait depuis 2018 avec des cousinades territoriales qui sont des espaces-temps d'une journée tous les 6 mois, où une journée tous les 6 mois, on se dit qu'est-ce qui est brûlant pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous inspirer, régénérer nos pratiques, et chacun repart avec ça pour faire les choses avec ses propres partenaires, ses propres organisations. C'est une exploration, c'est pas une réponse, hein, mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là. Ma question sera rapide. Elle concerne le territoire. J'entends dans tous vos propos cette idée d'un territoire et en même temps, ça me paraît une boîte noire indéfinie. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ce que vous entendez, non pas sur une vision abstraite du territoire, mais c'est quoi, c'est qui, c'est 10 associations que vous côtoyez personnellement, c'est les partenaires qui demandent des subventions à votre institution, et en termes d'habitants, c'est quoi? C'est un panel de 200 habitants. Voilà, qu'est-ce que c'est ce territoire que vous vivez vous en tant qu'élu? Pour la Gironde, donc c'est 1 600 000 habitants. La Gironde, moi je suis payée par le département de la Gironde. Donc quand on s'adresse au territoire girondin, on invite les acteurs du territoire girondin. Donc c'est toutes les assos, toutes les ONG. On a fait un film qui s'appelle Ici et maintenant, la Gironde s'invente, où c'était 100 voix du département, et justement donner à voir ce qui émerge et ce qui se fabrique sur le territoire. Concrètement, la mailing list de la cousinade, c'est 800 personnes avec le truc, et son cousin et cousine, tous les acteurs et actrices de toutes les transformations.
C'est-à-dire que les gens qui ont envie de se mettre dans cette dimension-là. Donc voilà. Ensuite, on a des conseils de territoire. Donc le territoire est dissocié en 9 sous-territoires qui sont plus d'administration et de proximité, etc. Et là, dans les derniers conseils de territoire, on a parlé de résilience territoriale et on a fait travailler les gens là-dessus. Là, sur les 9 conseils de territoire, je crois que c'est à peu près 1000 personnes, avec des élus locaux, des associations locales, etc. Et après, quand on bosse avec la région, leur territoire, c'est la région, mais c'est aussi nous, c'est aussi notre territoire. Quand on travaille avec la métropole, le territoire. Donc voilà, c'est après, chacun est sur son territoire légitimement. On a des acteurs, des écolieux, leur territoire, il fait pas grand-chose, mais c'est leur territoire primordial et c'est un territoire de Gironde. Donc c'est vrai que là, c'est en gros, chacun est sur son territoire, soit de vie, soit de légitimité. Voilà, mais on passe pas beaucoup plus de temps à se poser ces questions-là parce que ça prend du temps aussi. Peut-être un tout petit complément, mais effectivement, je suis tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire sur le questionnement infini autour des territoires. D'abord, c'est un mot un peu récent, hein, quand on parle de Paris, qu'on parle des territoires, c'est pour plus dire province ou région. Donc, chacun le voit un petit peu à sa porte. Après, effectivement, pour revenir un petit peu sur le sujet précédent, mais c'est en lien, finalement, comment on dépasse les frontières institutionnelles d'un territoire, c'est en étant en capacité de se dire que on doit aller mobiliser finalement les savoir-faire et les compétences et les leviers de chacun pour résoudre un problème sur un lieu de vie au sein duquel résident des habitants en collectif. Alors effectivement, nous dans nos institutions, moi je travaille pour un conseil départemental Loir-et-Cher pour ne pas le nommer, forcément on pense frontières territoriales, mais sur le service public de l'insertion et de l'emploi qu'on est en train de mobiliser, on est allé associer un certain nombre d'acteurs du territoire, alors certains qui sont sur tout le territoire de Loir-et-Cher, certains qui sont dans des infra-territoires de Romorantin et de Vendôme, certains qui sont dans des extra-territoires parce que Pôle emploi, il couvre 2 départements sur mon territoire, et puis la région qui effectivement est beaucoup plus large. La question, c'est pas tant finalement comment on découpe, que qui on va chercher pour résoudre des problématiques, des sujets identifiés et des difficultés non résolues. Et vraiment, la logique, elle est là, dans une espèce de logique un peu question usage et usager, et comment finalement on va aller chercher les leviers, les outils, et les bonnes personnes et les bons acteurs pour résoudre des problématiques identifiées. Il me semble que c'est quand même le sens de l'action publique qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui. Et pour ça, juste pour répondre à votre question tout à l'heure, il me semble qu'il y a un premier levier qui est la formation des acteurs publics. Le premier levier, c'est que dans l'ensemble des formations des acteurs publics, qu'ils soient territoriaux, d'État ou autres, on promeuve cette capacité à travailler ensemble. Et puis, si on est le premier, c'est pas très grave en fait, parce qu'on se rend compte très très vite que quand on est le premier, très très vite, les autres acteurs viennent aussi s'asseoir à la table pour résoudre ces problèmes. Juste avant peut-être ne pas frustrer pour la prochaine question. Ouais. Bon, moi j'adore les concepts de cousinade et là de lab comme vous dites. Je pense que non, mais c'est parce que on a dit avec David la dimension de porosité est importante. Là où les territoires qui réussissent à créer de la porosité, ce sont ceux qui vont réussir. Donc, et c'est tiers-lieu parce que souvent on pense tiers-lieu pour créer des startups et autres pour l'extérieur, mais on se pense pas. Enfin, on n'est jamais mieux servi par soi-même aussi. Donc pensons un petit peu à nous. Les cordonniers les plus mal chaussés. Donc peut-être qu'il peut y avoir un lab et donc à répandre. C'est le concept des cousinades, à faire en sorte que il puisse y avoir cette réflexion. Mais alors, en même temps, quand je dis ça, je dis, mais est-ce que c'est pas le rôle, et c'est une question à la limite que je dois peut-être pas poser une question, mais enfin, je pose une question quand même, et les quid des conférences territoriales, de l'action publique, qui sont supposées nous réunir, nous mobiliser, parce que, enfin bon, chez nous, ça a été encéphalogramme plat. Enfin, c'est pas une critique, hein, donc, est-ce qu'on va pas réinventer la poudre? Non, mais est-ce que ça devrait pas être leur rôle aussi, de pouvoir se dire 2 fois par an, enfin, on est supposé initier à partir de ces instances? C'est une question, hein, c'est pas une... Très bonne question. Peut-être juste mais très rapide sur ça. Les conférences territoriales, et c'est vrai que là il y a un nombre de contrats, de conventions territoriales, etc. C'est souvent vécu et administré comme la prise en main d'un acteur sur un système d'acteurs, sur un sujet donné et sur un territoire. Donc c'est vrai que là on se retrouve un peu, et c'est administré, mais jusque dans la mise en scène, hein, de qui dirige la séance, qui impose les sujets du débat. Je dirais, bon, c'est voilà.
Et là, ce qui est l'exploration qu'on essaie à la Cousinade, c'est de s'auto-désinstitutionnaliser. C'est en gros, on essaye de créer un territoire tiers espace de coopération pour des futurs souhaitables. Voilà. Mais de faire du territoire un tiers-lieu, en fait. Mais ça suppose d'arriver à s'effacer, ce qui est pas facile, hein, parce que derrière, qui va être comptable du fait que ça ait marché si personne n'est s'il y a tout le monde qui est sur la photo? Je veux dire que c'est pas si simple. Mais c'est l'exploration qu'on essaye d'avoir. Peut-être juste sur la question des territoires, il y a quand même des nouveaux territoires qui sont apparus, notamment avec le Covid et ce qui nous a été présenté sur la ATF. C'est justement tous ces territoires de coopération qui sont aterritoriaux. Les réseaux entre administrateurs sont extrêmement puissants. Il y a eu un réseau entre toutes les acteurs publics territoriaux qui a été initié par le lab du CNFPT qui s'appelle Riposte Créative Territoriale. Il y a eu énormément d'entraide aussi d'aller déclencher des nouvelles solutions. Et là, il n'y a pas de prise de pouvoir sur un territoire ou sur un thème. Il y a juste une mise en commun. Et toute la question du commun, ce qui est en train de monter là, avec du libre, avec des choses qui sont mises à disposition les uns des autres, sans prise de pouvoir sûr, mais juste pour gagner ensemble en pouvoir d'eux, là, il y a un champ qui est en développement, qui pour moi est extrêmement prometteur pour nos questions. Merci. Je crois qu'on a une question au fond de la salle. Oui, nous allons jumeler nos questions avec Olivier Coussy pour gagner un petit peu de temps. Merci beaucoup. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit David Carassus sur les périmètres institutionnels, et quelque chose qui est en fond de beaucoup de vos réponses, je voulais avoir votre avis sur le paradoxe que constitue en fait la nécessité de mobiliser un public dans une exigence de démocratisation en fait de la gouvernance et le niveau de complexité supplémentaire que ça introduit dans le processus de décision, notamment en plus dans un contexte où on va chercher à démocratiser ces gouvernances, alors même que la participation à l'action publique dans le corps citoyen va diminuer. On le voit notamment avec ce qui s'est passé lors des dernières élections, même très locales. Et je passe le micro. Oui, c'est le coin des paradoxes ici, puisque moi je voudrais vous demander votre avis sur un autre paradoxe, c'est qu'on a vu dans vos présentations qu'il fallait à la fois gérer le temps court et l'urgence dans un problème de choc et de crise, mais en même temps penser le temps long, et donc d'être dans une démarche exploratoire. Et donc il faut qu'on ait une organisation ambidextre au temps présent de la crise. Et est-ce qu'il y a des trucs et astuces, les hits and tips qui vont bien pour pouvoir promouvoir ça dans l'organisation, puisque alors là il y a une très grande tension qui va apparaître, où y compris dans la collectivité, on pourrait ne pas comprendre que certains continuent à penser le temps long, alors qu'en fin de compte il y a urgence de le penser même pendant la crise. Merci. Il faut combler le vide. Hein, juste, alors la première, enfin, j'ai pas forcément de réponse, mais comme ça, mais quand il faut remobiliser, pour ne pas avoir de réponse immédiate en se disant c'est sur le court terme, mais c'est bon, voilà les Feralgan et on verra après. Si on s'inscrit bien aussi dans des démarches constructives pour la dimension formation, sensibilisation, enfin éducation. À nous de voir quelles sont les différentes strates, et vous l'avez souligné dans votre présentation, madame, c'est que la prise de conscience ne peut venir que de là, finalement, la façon avec laquelle les citoyens que nous sommes doivent agir et réagir, se positionner. On l'a bien vu dans les débats qui continuent à traverser notre pays depuis quelques mois. Cet accès à la connaissance, c'est une chose, mais la façon avec laquelle on va la digérer, c'est autre chose. Et cette dimension formation par rapport aux enjeux, aux actions à conduire et à mener dans le domaine de la résilience, c'est donc pas simplement qu'une question de la formation des collaborateurs de la collectivité locale, c'est aussi une question de formation de nos différents citoyens. Et il y a un temps pour le débat, il y a un temps pour la décision. Nous sommes en démocratie, mais elle sera d'autant plus éclairée que la formation. Et donc peut-être qu'à réinscrire, profiter de ce temps aussi pour se dire, non pas qu'il y ait des modules, mais est-ce qu'il y a des thèmes de formation à côté duquel nous serions passés et qui ne fait qu'au contraire on est en train de nourrir le vide plutôt que des esprits éclairés. Et sur l'autre dimension, alors je ne sais pas si c'est généralisable, quand il faut rester sur la première bisectrice, finalement, entre sauver la fin du mois,
comme il y a quelques mois, c'est la fin du monde, entre les mesures d'urgence et de réparation immédiate et les mesures je dirais, qui nous permettent de nous projeter sur le moyen long terme, ça renvoie aussi à cette capacité des territoires à devoir réinscrire. Hier, on en parlait, je crois, lors du séminaire, sur ces dimensions prospectivistes. Et dans certains territoires, elle a tendance parfois à se retirer, le goût pour le long terme, et sans doute parce que dans le cycle électoral, ça paie pas, ça paie moins, ou etc. Enfin bon, on vaut mieux inaugurer un logement social, moi je vois à La Réunion, que parfois inaugurer un symposium de prospective, donc territorial. Et résultat des courses, au fur et à mesure, on a une poignée de sable, de pensée sur le moyen long terme qui disparaît. Et ces crises, quand elles apparaissent, disent, ah mince, c'est la dictature de l'urgence. Et donc, pour éviter la dictature de l'urgence, sans doute qu'il y a à réinscrire. Alors, dans les Césaires, c'était un réflexe, mais dans d'autres instances, le capital humain, l'intelligence territoriale, là aussi, il y a sans doute à opérer. Donc, c'est deux réponses naïves, mais bon, je sais pas si elles sont. Est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces? Alors, juste, mais pour compléter un tout petit peu sur le sujet de la crise et de la durée, effectivement, je suis assez d'accord. Il faut pouvoir concevoir ces deux sujets-là en même temps, mais si on n'a pas conçu la durée, on réagit pas à la crise, on n'est pas en capacité de faire. C'est de l'ambidextre qui s'apprend mais qui se pratique. J'étais intéressée par le sujet autour de la mobilisation citoyenne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, une collectivité, un acteur public qui ne se pose pas la question de mobiliser les citoyens, on dit d'associer les citoyens, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, parce qu'associer, ça veut dire qu'on les laisse à côté. Et puis, dans les politiques publiques sociales, on dit mettre l'usager au centre, faire avec, construire un parcours avec. Donc c'est un sujet qui est là et qui traverse complètement, au moins sur le plan théorique, la mise en œuvre de nos politiques publiques. Dans le réel, je trouve que pour le moment, on l'observe pas forcément beaucoup. On fait des enquêtes, on fait des labs où on fait venir un certain nombre de gens, mais qui sont les gens qui viennent et qui sont ceux qui ne viennent pas? Il y a une vraie difficulté finalement à être en capacité de mobiliser la société civile avec les institutions, à enrichir les politiques publiques par les apports de la société civile. Et pourtant, on l'a bien vu dans le moment aigu de la crise, la société civile, elle a été là, elle a été avec. Il y a des collectivités qui ont mis autour de la table, dans les réunions de crise hebdomadaires, des acteurs de la société civile, des entreprises, des représentants d'associations, des habitants de certains secteurs. Donc, il y a une réelle capacité à faire dans la crise. Alors, pourquoi on n'y arrive pas le reste du temps? Moi, j'aurais tendance à promouvoir le fait que on institutionnalise un certain nombre de participations, on pense des interactions, mais qu'on y pense au quotidien. C'est-à-dire que il faudrait pouvoir promouvoir auprès de l'ensemble des agents publics une capacité à être dans l'écoute permanente, quotidienne de la société civile et à l'association permanente quotidienne de la société civile. C'est pas quelque chose qu'il faut penser comme un en plus, c'est quelque chose qu'il faut penser comme un tout le temps quotidien. On en est encore un peu loin, je pense, mais on aura du mal à dépasser un certain nombre de crises, et celle des gilets jaunes dont à laquelle vous avez fait écho tout à l'heure, en est une importante qu'on a presque un petit peu oubliée du fait de la crise sanitaire, mais elle ressort sous le prisme de la vaccination. Si on n'y prend pas garde, effectivement, la société civile, de toute façon, elle est là, elle s'imposera. Donc, on doit absolument intégrer cette société civile dans nos pratiques. Merci. On a le temps pour une dernière question. Je crois que au fond de la salle. Bonjour, merci pour vos interventions. Élodie Texier, doctorante au laboratoire Ruralité à l'Université de Poitiers. Alors, je m'intéresse à cette question de résilience parce que j'étudie les petites villes de Nouvelle-Aquitaine et je regarde actuellement les travaux qui se font sur la résilience territoriale, résilience économique, et je suis assez surprise en fait de voir cette forme de contradiction entre le fait qu'on peut dire qu'un territoire est résilient parce qu'il a su rebondir à travers des indicateurs type emploi privé, etc. Et finalement, sur le territoire, quand on interroge la population, on se rend compte que finalement, en tenant compte des perceptions finalement de la population exprime finalement des formes de traumatisme vécus qui sont encore persistants et présents, qu'ils expriment sans retenue.
Et donc c'est ces écarts entre finalement les outils de mesure où on peut dire et affirmer grâce à ces outils et ces indicateurs que le territoire est résilient, et finalement quand on se rend sur le terrain et qu'on interroge les personnes, le traumatisme est encore présent et bien vivant, ce qui peut aussi parfois, voire souvent, nuire à l'image et à la transmission qu'on peut faire en fait d'un territoire. Donc c'était ma première question. Selon vous, quels sont les outils de mesure à mobiliser, quels sont les indicateurs à mobiliser en fait pour dire ou non que le territoire est résilient, que votre organisation est résiliente ou que tel groupe de personnes est résiliente? Ça, c'était ma première question. Et puis j'ai une deuxième question qui m'interroge beaucoup, c'est cette histoire du numérique. Je vois que vous faites l'association entre transition environnementale et numérique à l'échelle locale. C'est vrai que quand on essaye en tous les cas d'introduire de la résilience, on essaye d'être dans une démarche finalement de prévention des risques, d'anticipation. Et j'ai eu l'impression, en termes de vécu personnel, d'être fortement dépendante à l'outil numérique. Et cette dépendance a créé de nouveaux problèmes finalement qu'on a dû, enfin moi dans mon métier en tous les cas, que j'ai dû trouver des solutions, voilà, qui étaient difficiles à trouver. Mais c'est vrai que cette dépendance au numérique, comment on fait aussi pour l'intégrer dans son schéma de résilience, parce que être dépendant finalement, si demain le numérique il ne fonctionne pas ou il ne marche pas, comment on fait pour continuer à être résilient? Voilà, merci. Merci. Je crois qu'il y a une question complémentaire. Alors sur la deuxième question, je vais vous inviter à participer et à écouter la troisième table ronde qui va vous apporter quelques pistes. Je complète juste votre première question avec une question qui nous a été posée par SMS sur la question des données. Et est-ce qu'effectivement on a ces données? Est-ce que les collectivités locales, est-ce que les territoires ont les données qui permettent de gérer cette résilience? Voilà, c'est la question qui nous était posée et qui fait écho à votre interrogation. Et donc une autre dernière question. Oui, pardon. Moi, je suis donc doctorant à Vallorem, à l'Université d'Orléans. Et j'ai une discipline cousine de la gestion des organisations. Et quand j'ai entendu la définition de la résilience avec l'aspect vulnérabilité, je me suis dit, il y a peut-être une petite question à se poser du genre, la vulnérabilité dans ma discipline cousine, donc la dynamique des systèmes, la vulnérabilité, c'est la présence d'instabilité patente qu'on n'a pas vue par des signaux faibles. Et donc, est-ce que c'est pas un peu limité ou éventuellement négatif de définir la résilience par la vulnérabilité et non, par exemple, par la capacité de robustesse devant une perturbation inconnue d'avance? Merci. Je vous propose une réponse rapide. Donc, rapide en quelques mots, mais que les deux réponses se rejoignent, et donc sur l'idée que, de nouveau, bon, avec toutes les précautions, mais c'est notre job d'essayer de faire en sorte que, pour que cela intéresse la salle, donc on se retrouve sur quelques éléments, quelques concepts clés. Mais enfin, la volonté n'était pas de restreindre et de résumer une avalanche de pensées avec 3 termes. Toujours est-il que sur la notion de vulnérabilité et résilience, ce qui a été posé, c'était que justement entre la façon avec laquelle on peut l'aborder dans le système biologique, chez les physiciens ou chez les économistes, chez les psychologues et autres, la question qui se pose, c'est donc pas tant que de s'attarder sur la définition du terme, que de travailler sur la façon avec laquelle on peut résoudre cela, et donc, comme vous le soulignez, monsieur, sur cette dimension de capacité à y faire face, donc de capacité d'adaptation. Et c'est ce qu'on a rajouté récemment en disant que on peut très bien diverger sur résilience ou vulnérabilité en termes de conception, mais comment on passe de l'un à l'autre, et donc cela nous amène à ouvrir un troisième compartiment ou un troisième sommet du triangle sur tout le travail autour de la capacité d'adaptation. On pourra se prolonger ensuite en aparté. Et l'autre, et donc ça fait le trait d'union avec la question de Madame sur comment on mesure tout cela. Alors moi, j'étais plutôt non pas comment on mesure la résilience, mais comment on essaie de mesurer la capacité d'adaptation. Donc c'est tout le travail qui est enclenché actuellement, que j'enclenche avec un collègue, parce que on part de l'hypothèse, ou du constat que d'abord les variables sont
très sommaires, et donc il faut les enrichir. Et elles sont construites à des échelles parfois nationales, et dès lors faute de données, qu'on descend au niveau local, et ben il y a bien entendu on perd de la donnée, on perd de la variable. Et puis ensuite sur le lien. Et cela renvoie justement à l'étonnement que nous avions entre le constat sur un certain nombre de pays, tout modestement pour l'instant, réalisé sur le fait qu'il ou elle, ces nations ou ces pays étaient considérés comme pouvant être robustes, résilients, etc. Et la perception qu'avaient les citoyens, qu'ils étaient, on va dire, ou mal préparés, ou exposés, ou il y avait. Donc, quelle est la façon avec laquelle on relie tout cela? Donc là aussi, on essaie de mobiliser différents outils. Pour juste éclairer, c'est que jusqu'à maintenant, c'est simplement une petite moyenne. Donc voilà, une moyenne simple avec pondérée de la même façon. On s'est dit qu'on pouvait peut-être aller un peu plus loin et réfléchir à la façon avec laquelle on pouvait construire des indicateurs enrichis. Mais on sait très bien que dès lors qu'on veut, c'est un peu le problème du PIB, dès lors qu'on veut commencer à être au plus proche de la réalité, on a le choix entre ne pas faire ou s'approcher du soleil. Donc à défaut de se brûler les ailes, on essaye de travailler sur une situation médiane en disant bon, on progresse pour justement essayer de combler le vide laissé par la question que vous posez, en se disant que pour l'instant, il y a un gap entre la perception, sauf à aller sur les travaux quantitatifs, sur des micro-territoires, et donc là avoir un meilleur rapport. Mais oui, il y a un enjeu de quantification. Merci beaucoup. Non. Petit mot. Très brièvement, effectivement, je vous rejoins sur la difficulté à avoir localement les données, à être capacité de mesurer les réalités vécues. On est bien capable de mesurer des indicateurs socio-économiques, on n'est pas très capable de mesurer des réalités vécues. Dans le Loir-et-Cher, on a un outil, c'est un observatoire. Je vous invite à aller voir, tapez Pilote 41 dans votre moteur de recherche. C'est un très bel outil. C'est pas suffisant, mais ça nous aide beaucoup, et je pense que les collectivités gagneraient à se doter de ce type d'outils de mesure localisés. Merci pour vos interventions. Je vous propose de clôturer cette première table ronde. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier les intervenants.